Bonjour à tous. Il est bien possible que vous me connaissiez déjà, du moins certains d'entre vous, mais je me présenterai quand même comme Alessandro, ancien élève et à présent étudiant en histoire et français de deuxième année. J'espère pouvoir vous apprendre 2 ou 3 choses aujourd'hui au sujet de la littérature française, en particulier de celle des Lumières des années 1700, époque où l'on constate une véritable révolution épistémologique qui fait le travail préparatoire à la révolution politique qui va elle-même se dérouler pendant que le siècle touche à sa fin. On y voit s'écrouler de vieils systèmes et se multiplier de nouvelles connaissances. On y est témoin de la carrière et de l'interdépendance de grands noms tels que Montesquieu, Méliès, Maupertuis, Fontenelle, Diderot, d'Alembert, l'abbé Raynal, le comte de Buffon, le marquis de Sade et, bien entendu, Voltaire et Rousseau, ces 2 géants de l'histoire de la pensée. Ce sont justement ceux-ci sur lesquels je vais me concentrer tout à l'heure. Tout d'abord, je voudrais vous prier de réfléchir à ce que vous savez déjà à propos du siècle des Lumières. Dans ce but, demandez-vous qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit quand je vous ai dit que j'allais vous en parler. La Révolution française, peut-être, et les belles paroles qu'on y associe, notamment liberté, égalité, fraternité et tous ces autres droits de l'homme. Ou sinon, vous auriez pensé sans doute à la haute société, à l'aristocratie et la noblesse de cour, au roi Bourbon, à Marie-Antoinette, au château de Versailles, bref, à l'ancien régime dans toute sa splendeur prodigue. Ce que je vais tenter de faire en l'espace des 20 prochaines minutes, c'est de faire le rapprochement entre ces 2 mondes qui semblent être aux antipodes l'un de l'autre, au moyen d'une analyse du milieu littéraire où se situait la France à ce temps-là. En effet, un des grands débats par lequel les Lumières se caractérisent oppose la culture contemporaine dont Voltaire se fait champion à la nature préhistorique sur laquelle Jean-Jacques Rousseau disserte avec lyrisme. Partie intégrante des Lumières de cette remise en question des savoirs scientifiques, du soi-disant progrès, du pouvoir, des mœurs et de la religion même, cette querelle voltairienne rousseauiste laisse une empreinte sur l'histoire de France, voire du monde. Alors que le plaidoyer de Voltaire en faveur du commerce contribue à la montée du libéralisme socio-économique, l'homme naturel que Rousseau s'invente, robuste, compatissant, timide, libre, sert de source d'inspiration lors de la formulation révolutionnaire des droits de l'homme. Sur presque chaque point de cet affrontement entre le luxe et la simplicité, Voltaire et Rousseau n'arrivent nullement à se mettre d'accord. C'est le premier qui lance la controverse en 1736, année où paraît Le Mondain, poème bref et satirique dont le célèbre vers « Le superflu, chose très nécessaire » devient vite la devise des partisans de l'aisance. Là-dedans, Voltaire tourne en ridicule l'idée dite absurde que la vie était mieux pour nos ancêtres qu'au sein de la société actuelle. Au contraire, dans l'état de nature, on avait les ongles longs et crasseux. L'amour nous n'était qu'un besoin honteux. On dormait dehors, on ne buvait pas de vin frais, et on n'était que pauvre et triste. En gros, Voltaire nous assure qu'il ne serait pas allé là pour chercher mon bonheur. En revanche, à l'époque où il écrivait, les gens du monde n'avaient pas seulement une peau fraîche et polie,
ils avaient aussi toujours de nouveaux plaisirs. Ils jouissaient de l'abondance et de la foule des beaux-arts. Enfin, l'amour, dont ils étaient comblés, était chez eux un art heureux. Somme toute, le monde était alors un paradis terrestre, et Voltaire rend grâce à la nature sage qui, pour mon bien, m'a fait naître en cet âge. Et le voilà tout de suite vivement critiqué par les dévots et les piétistes pour avoir pratiquement glorifié l'orgueil, la cupidité, la gourmandise et bien d'autres péchés. Voltaire s'indigne jusqu'à se sentir obligé de publier une défense du mondain l'année suivante, où il invective contre les pieux atrabilaires et cafards qui s'en prennent à lui. Il y insiste lourdement sur les avantages de la splendeur et de la pompe. Sachez surtout que le luxe enrichit, annonce-t-il. Le pauvre y vit des vanités des grands. Remarquons que l'on ne voit nulle part Rousseau, alors jeune homme de 25 ans, pendant toute la dispute. Ce n'est qu'à partir de 1750 qu'il se laisse entraîner dans ce qu'on pourrait nommer la querelle du luxe. Approchant les 40 ans, cet homme de lettres genevois remporte alors le prix littéraire à l'Académie de Dijon pour son discours sur les sciences et les arts. Il se fait ainsi une renommée, et quoique disciple de Voltaire, il s'avère d'ici peu être son ennemi juré, s'étant avoué tout à fait contre les opinions du grand homme par rapport au raffinement de l'art, de la civilisation, du style et des manières. Hardiment, Rousseau renverse le système voltairien, en qualifiant chaque innovation, soit artistique, soit scientifique, de pas en arrière en ce qui concerne les mœurs. Le luxe, fruit pourri de l'inégalité funeste, de l'oisivité et de la vanité des hommes, est donc diamétralement opposé aux bonnes mœurs. Il s'ensuit que les sciences et les arts, nourris de cette avarice, de cette vanité, de l'orgueil et des guerres, sont aussi corrompus que le luxe même. Maudit soit le jour où l'humanité s'est délivrée de l'heureuse ignorance, depuis lequel on avoue le courage et la vertu s'enfuir à mesure que la lumière s'élevait sur notre horizon. L'auteur s'adresse ainsi à son public instruit. Peuple, sachez donc une fois que la nature a voulu vous préserver de la science, que tous les secrets qu'elle vous cache sont autant de mots dont elle vous garantit. Des esprits dégradés par une multitude de soins futiles ne s'élèvent jamais à rien de grand et s'abaissent jusqu'à se soumettre à la tyrannie. C'est une condamnation complète de la culture de son temps. Cependant, Voltaire ne daigne pas lui prêter attention. Comme le dit René Pommeau, spécialiste des Lumières, Voltaire, pour l'instant, ne prend pas au sérieux les paradoxes de cet homme de lettres, ennemi des lettres, et ne le fait pas non plus après la parution en 1754 du second discours rousseauiste, celui-ci traitant de l'origine et des fondements de l'inégalité parmi les hommes. C'est ici que Rousseau retrace la décadence de l'espèce humaine depuis sa nature asociale jusqu'à la dépravation de la civilisation. L'homme primitif, affirme-t-il, doué d'une pitié infiniment plus grande que celle de l'homme social, ne se bat guère avec son semblable, ne songe pas même à la vengeance, et ainsi il passe sa vie au repos. Les concepts de servitude, d'amour-propre, de dépendance et de domination ne lui pourraient être plus étrangers,
alors que nous sommes assujettis au travail et à la misère, tout en portant fièrement nos fers et ne cherchant qu'à en donner à notre tour à ceux qui sont plus misérables que nous. Nous disputons chaque jour nos amours au prix de notre sang. Nous nous massacrons par milliers sans savoir pourquoi. Nous vivons dans l'opinion des autres, cachés derrière un extérieur trompeur et frivole. Nous n'avons effectivement que de l'honneur sans vertu, de la raison sans sagesse et du plaisir sans bonheur, de sorte que nos prétendus progrès ont été autant de pas irréversibles vers la décrépitude de l'espèce. Et pourquoi est-il arrivé que nous nous sommes tellement dégénérés? Parce que, réunis en une même société, nous nous sommes rendus inégaux. On a du mal à s'imaginer une critique plus sanglante à l'égard de tout ce que représentait la modernité. Pourtant, ou par conséquent, Voltaire le prend pour un fou. Il ne fallait pas mordre à l'hameçon que Rousseau avait agité devant lui en traitant d'en humaine les philosophes. Aussi ne se donne-t-il pas la peine d'y répondre, et de toute façon il est bientôt bouleversé par un événement qui va changer le cours des Lumières, à savoir le séisme de 1755 à Lisbonne, au Portugal, cataclysme où trouve la mort des dizaines de milliers de victimes. Horrifié, l'idée vient à Voltaire d'écrire son célèbre poème sur le désastre de Lisbonne, déclaration anti-optimiste qui met au pilori tous ceux qui, comme Rousseau, soutiennent que les maux que subissent les êtres humains leur peuvent être invariablement amputés. Ce n'est pas, riposte Voltaire, l'orgueil qui crie « Ô ciel, secourez-moi !» Non, de la destruction, la nature et l'empire. Entre Rousseau, encore une fois, qui expédia à Voltaire sa lettre sur la Providence. Vous avez raison, reconnaît-il. La nature nous assujettit à quelques maux, mais ils sont moins cruels que ceux que nous y ajoutons. D'ailleurs, la nature n'avait point rassemblé à Lisbonne 20 000 maisons de 6 à 7 étages. Combien de malheureux, dit-il, ont péri dans ce désastre pour vouloir prendre l'un ses habits, l'autre ses papiers, l'autre son argent. Il porte en cul le plou à Voltaire et son amour du luxe, lui rappelant que vous vivez libre au sein de l'abondance. Vous ne trouvez pourtant que mal sur la terre. Voilà que la querelle est quasiment enterrée, excepté quelques allusions sournoises dans les œuvres de fiction respectives de Rousseau et de Voltaire. Mais il me reste à faire mention d'une dernière fameuse lettre, celle dont le destinataire est un certain Jean-Jacques Pansoff, c'est-à-dire l'omniscient Jean-Jacques. Il s'agit bien évidemment d'une satire de Rousseau, dans laquelle Voltaire se moque de cette hypocrite figure de patriarche qui se trompe et se contredit, de cet admirateur de la bêtise et de la brutalité des sauvages. Selon lui, ce sont ces derniers qui sont pugnaces et querelleurs, et non pas les esprits cultivés, dont les mœurs sont plus humaines et vertueuses. La vertu, voyez-vous, suppose des lumières, et un sot complet, autrement dit un homme sauvage, n'est pas plus susceptible de vertu qu'un cheval ou qu'un singe. Plus tard, Voltaire se demande si les arts ont réellement rendu pires les gens et si l'on peut vraiment assimiler les rois régnants aux tyrans d'autrefois. Mais son coup de maître, c'est de prendre lui-même la voie de Rousseau afin de rayer sa philosophie. Ainsi, il conseille au genre humain de bannir la raison, de ne jamais penser,
de se diriger vers l'état des bêtes en broutant l'herbe et en se traînant à quatre pattes, et enfin de ne pas se faire empoisonner par le luxe, par les marchands du monde et par la science, cette mère de tous les crimes et de tous les vices. Bon, alors, pourquoi vous ai-je fait écouter ce long discours sur une correspondance qui, semble-t-il, n'a rien à voir avec les grands problèmes auxquels on est confronté de nos jours? C'est que, bien au contraire, on s'aperçoit toujours de Voltaire et de Rousseau, présents partout lorsqu'on discute de l'avancée de notre culture, de nos valeurs, de nos technologies et de nos modes de comportement dans la vie privée et sociale, dans le domaine économique ainsi que le religieux et bien d'autres. Pourquoi nos politiques, pour reprendre l'expression de Rousseau, ne parlent-ils que de commerce et d'argent? C'est grâce en grande partie à la croisade commercialiste de Voltaire. Nous devons la doctrine du libéralisme et la théorie du ruissellement autant à lui qu'aux économistes. Quant à Rousseau, sa méfiance à l'égard du progrès des sciences et son insistance sur les droits fondamentaux de chaque être sensible nous sont devenus encore plus essentiels à mesure que l'humanité a vaincu la nature. Nous avons fissionné l'atome, nous avons cloné des mammifères, l'intelligence artificielle se profile à l'horizon. Où faut-il s'arrêter? On a fait la conquête de l'espace. En revanche, la planète survivra-t-elle au réchauffement climatique ou à un hiver nucléaire? Plus que jamais, il est impératif que l'on tienne compte de la mise en garde rousseauiste. On a beau maîtriser le monde naturel, tout cela ne vaut rien s'il est tué par nos découvertes scientifiques. Et le cadre politique, alors, Rousseau, pour qui la raison d'État est de nous rapporter à l'égalité naturelle, est le précurseur de la gauche d'aujourd'hui. Quant au reste, il suffit de parcourir la Déclaration des droits de l'homme de 1789, consacrée par la Constitution française actuelle, pour que l'on se rende compte de l'énormité de la contribution rousseauiste et de la voltairienne à la naissance de la France moderne. Prenons l'article 1er de la Déclaration. Les hommes naissent et demeurent libres. Rousseau ne s'est-il pas plaint parce que l'homme, d'après lui, est né libre et partout il est dans les fers. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. C'est une tournure tout à fait rousseauiste. Par ailleurs, les articles 10 et 11, en garantissant la liberté d'expression et de culte religieux, rendent hommage à la guerre que Voltaire a fait presque toute sa vie contre l'intolérance de l'Église catholique. Rousseau et Voltaire se font entendre au sein même du conseil scientifique convoqué en mars par Emmanuel Macron dans le but d'élaborer une stratégie vis-à-vis de cette crise sanitaire. D'un côté, l'excentrique Didier Raoult nous promettait que tout allait bien, qu'il ne fallait rien faire. Rappelons ainsi les dogmes technophobes de Rousseau, qui avait dit que les sauvages ne connaissent presque d'autres maladies que les blessures et la vieillesse. Par conséquent, selon lui, le sauvage malade, abandonné à lui-même, n'a rien à craindre que de son mal. Voltaire, pour sa part, prend la forme du docteur Delfrécy. Il faut agir, dit ce dernier. Il faut trouver un vaccin et l'administrer.
de la même manière que Voltaire a exhorté ses compatriotes à s'inoculer contre la variole, comme le faisaient déjà les Anglais et les Turcs. Tandis que vous restez chez vous, si par hasard vous vous surprenez à faire le point sur tout ce qui s'est passé, je vous invite à faire de place dans vos pensées pour Jean-Jacques Rousseau et Monsieur de Voltaire. Merci beaucoup.